Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Michel Benbunan, PDG de Prestalis, vous avez été appelé à la rescousse pour sauver ce qui peut être sauvable. Nous parlions des invendus, on parlait des kiosques qui touchent les gens. Vous dites c'est une usine à gaz. En quoi est-ce une usine à gaz ? Alors, c'est un système assez complexe. Certains m'ont dit il est baroque. Effectivement, il est assez complexe. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 messageries de presse, c'est-à-dire 2 distributions de presse en France. Et ce sont des coopératives. Ça veut dire que vous êtes éditeur, vous êtes coopérateur, vous êtes à la fois client et actionnaire. Or, un client, lui, ce qu'il cherche, c'est quand même avoir les tarifs les plus bas possibles. Et l'actionnaire, lui, ce qu'il cherche, c'est y-prix tous les jours pour qu'il n'y ait pas de client qui demande à baisser les tarifs parce que ça dégrade sa rentabilité. Donc, on voit déjà que vous devez avoir les 2 casquettes, ce qui est loin d'être évident. À ça, on rajoute que ce sont des sociétés de droit privé, donc elles sont régies par le droit de la concurrence. Donc, il y a une concurrence sur les tarifs, ce qui exacerbe encore plus le point précédent. On rajoute une double régulation. Une première régulation métier, faite d'un ensemble de gens du métier, y compris les coopérateurs, qui doivent décider d'un certain nombre de choses, de la rémunération des points de vente, en gros, le fonctionnement de la filière. Et on a au-dessus une régulation juridique qui doit vérifier que ce que la régulation métier a décidé est bien conforme à la loi, aux 2 lois, à la loi aux coopératives, à la loi concurrentielle et à la loi Bichet. Et tout ça fait que c'est très compliqué, ça édulcore les responsabilités. Et je vous donne un exemple. Quand il s'agit de savoir s'il fallait ouvrir, oui ou non, des rayons presse dans les supérettes, ça a mis 2 ans. Pour arriver à se fixer l'assortiment d'un kiosque, j'ai discuté avec la personne qui était en charge de ça, elle m'a dit que ça a pris 10 ans. Alors j'espère qu'elle plaisantait, mais en tout cas, ça a pris un certain temps. Donc c'est un système très compliqué. En décembre et janvier, vous avez gelé 25% des recettes de tous vos clients, autrement dit un quart de ce qui aurait dû revenir aux éditeurs. Vous avez promis de les rembourser, ça sera quand ? Dès que je peux. A priori, on a planifié ça pour dans les mois à venir, mais je vous avoue qu'on est en train de boucler le financement du plan de retournement de la société, et que tant que tout ça n'est pas figé, je ne peux pas trop m'avancer sur des dates. C'est un plan de sauvetage. Vous demandez, si je suis bien informé, 190 millions d'euros pour un plan de sauvetage. Qui va le payer ? Ça va être les éditeurs, ça va être les banques, ça va être l'État ? Alors ça va être un peu moins que ça, c'est 140 millions. Eh bien, ce sont les éditeurs qui vont contribuer, et je les en remercie, parce que nous avons passé notre grosse soucoupe auprès de tous les éditeurs. Et l'État, j'espère, les pouvoirs publics vont faire un prêt que nous rembourserons. Donc ce sera une articulation comme ça, et c'est vraiment en cours de discussion. On n'a toujours pas bouclé complètement le financement. Est-ce que vous allez pouvoir toucher, ou est-ce que c'est inenvisageable, au statut des gens qui travaillent ? Est-ce que ça entre en ligne de compte ? Je vais citer l'historien des médias Patrick Evenot. La distribution de la presse est assurée depuis la Libération par des ouvriers du livre, issus de la messagerie du Parti communiste, qui ont historiquement su négocier des salaires élevés et des horaires de travail favorables. Ça, c'est une question délicate. Déjà, il faut que je pourrais être vraiment honnête et très juste avec tout le monde, les salariés comme les organisations syndicales avaient en septembre une déclaration comme quoi la société était sauvée. J'arrive en novembre et j'explique que la société est loin d'être sauvée et qu'elle est à la limite du dépôt de bilan. Et je peux vous dire que ce soit les salariés comme les organisations syndicales, elles ont été très responsables. Donc vous voyez, quand on dit beaucoup de mal, c'est pas toujours très juste, parce que pour le coup, je crois qu'elles ont été, moi ce que j'ai vu, c'est des organisations syndicales. Non, c'est pas dire du mal, c'est dire qu'ils ont des salaires élevés et qu'ils ont bien négocié, oui, c'est pas dire du mal des gens. Non, mais je veux préciser quand même pour les organisations syndicales. Alors évidemment, il y a des gens qui sont bien plus payés que le SMIC. Maintenant, on a fait en sorte qu'ils soient plus payés aussi que le SMIC. C'est très difficile de reprocher à tout le monde maintenant d'être payé au plus. Je connais personne qui refuserait d'être payé plus. Donc... Alors je vais pas comparer au SMIC, je vais comparer aux autres. Je tiens à cette information de La Croix du 13 février dernier. Les dépositaires de Prestalis, en raison de leur statut, ont 30% de personnel en plus et 50% de rémunération en plus que dans le reste de la logistique. Est-ce que vous confirmez et est-ce que c'est possible à réformer ? Je vais embaucher tout de suite la personne dont vous parlez, parce que je pense qu'elle a plein d'idées sur la productivité et le salaire, et vraiment, welcome. Au-delà de l'ironie, sont les vrais chiffres ou pas du tout ? Non, pas tout à fait. Il y a le statut des dépositaires internes de Prestalis a été revu.
Donc ils sont beaucoup moins payés que ça. L'écart est beaucoup plus faible. Quant à la productivité, ça c'est pas simplement une affaire de gens, c'est aussi une affaire d'organisation du travail. Et là pour le coup il y a beaucoup de choses à dire. Alors vous avez proposé un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est une antiphrase, parce que la sauvegarde de l'emploi ça prévoit le licenciement de 200 à 300 personnes sur un total de 1200 salariés. Est-ce que vous craignez, est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle grève de la distribution comme c'est arrivé très souvent dans les années 80, 90 et même 2000 ? Ah ben, je l'espère pas, mais c'est un plan qui a été soumis officiellement il y a une semaine et officieusement il y a plusieurs semaines. Donc je suis assez optimiste et ça revient. Je peux dire que les gens se sont montrés très responsables. À date, je n'envisage pas qu'il y ait des mouvements. Donc en tout cas, c'est pas du tout les signaux qui m'ont été transmis. J'agite volontairement le chiffon rouge. Que va-t-il se passer si Presstalis coule ? Est-ce qu'il y aura plus de journaux dans les kiosques ? Alors, il y a plein de voix qui disent c'est pas très grave, finalement, ils sont deux opérateurs. S'il y en a un qui coule, il y a l'autre qui prendra la relève. Les MLP sont le concurrent qui a 25% du marché. Alors, moi, je pose une question de bon sens. Vous avez un opérateur qui fait 75% du marché. Est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'en coulant, il ne se passe rien, au-delà de l'aspect social de grève dont vous avez parlé ? Moi, je pense que c'est absolument pas réaliste. C'est un vœu pieux. La deuxième chose, c'est que du fait de cette régulation et du fait du fonctionnement de cette profession, tout est imbriqué. Donc, quand l'un tombe, l'autre tombe. Donc, c'est tout personne le monde sera sauvé ou personne. Donc, si je vous vois venir, si votre plan est mis en place, il y aura toujours des kiosques autant dans toute la France et des points de vente, avec peut-être moins de journaux dedans. Il y aura peut-être encore plus de points de vente, et il y en aura certains qui auront tous les journaux et d'autres pas. Europe 1.